tous les ans. Ça revient, on n'y échappe pas. La déclaration d'impôt, un véritable casse-tête. À qui confier votre déclaration d'impôt? Compétences, confiance, expérience, Polytronic, la référence. Votre impôt est préparé par Jean-Wesley Charles, comptable et administrateur agréé avec plus de 20 ans d'expérience. Pour maximiser votre remboursement et pour votre tranquillité d'esprit, Polytronic, l'unique. 8945 boulevard Saint-Michel, 514-323-9222 ou info@commercial-polytronic.ca. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Alors, pour l'instant, 14h09 avec nous, Franz Voltaire, le seul avec moi cet après-midi, mesdames, messieurs. Franz, ils ont déserté les rangs de l'armée. Bon, c'est quand même un peu grave. Ah là là, oh là là, oh là là, ben c'est ça, mais quand il faut, hein. Tout à fait. On n'a pas le choix. Le premier sujet, et j'en ai deux concernant l'Afrique, ce conflit au Soudan, France, et je voudrais commencer par dire que je ne comprends pas cette guerre entre Soudanais, c'est une guerre tout à fait qu'on appelle guerre fratricide, n'est-ce pas? Mais ça, c'est toujours pour le pouvoir. C'est pas la première fois qu'on voit des situations comme ça dans un pays africain. Mais le Soudan, c'est quand même pas un petit pays là d'Afrique. En fait, le Soudan, c'est le plus grand pays d'Afrique, de 45 millions d'habitants, beaucoup moins d'habitants que l'Égypte. Mais disons que c'est un pays millénaire, avec une civilisation millénaire, aussi vieille que les civilisations égyptiennes. Mais le Soudan a été traversé depuis son indépendance par des conflits entre ce qu'on a appelé le Soudan du Sud, qui a fini par se séparer, et qui a connu aussi une guerre civile, et ce qu'on appelle la République du Soudan. Dans le cas du Soudan, on se rappelle qu'il y a eu une dictature, la plus récente était celle d'Omar el-Béchir, et le Soudan avait connu des guerres. D'abord, ce qui a constitué ces forces d'intervention spéciales, c'était des milices qui étaient arabes. Bon, il faut comprendre que quand on parle d'arabe, on parle de langue et de culture. On ne parle pas il n'y a pas d'ethnie arabe proprement dite, sauf celles qui ont vécu dans le Moyen-Orient, enfin même pas dans le Moyen-Orient, celles qui ont vécu
dans la péninsule arabique. Donc le Soudan est un pays arabisé, musulman, dans la partie du nord. Et le sud, qui était resté chrétien, s'est séparé. Bon. Alors, à l'intérieur du Soudan, on ne s'attendait certainement pas à cet affrontement entre deux groupes armés. Il y a l'armée régulière, qui dispose certes d'aviation. On a vu des avions bombarder même des quartiers à Khartoum, la capitale, ou d'autres villes. Et effectivement, les milices des FIS, qui sont des milices spéciaux qui ont regroupé En fait, la force d'intervention spéciale a regroupé les anciennes milices arabes, les paramilitaires, pour constituer un corps à l'intérieur même du Soudan. Donc, on a cet affrontement entre le numéro 1 et le numéro 2, mais derrière ces affrontements de type militaire, ce qui est très grave, parce que là, on est dans les préludes d'une guerre civile où des forces armées tirent sur les populations, et avec des risques énormes. Khartoum, c'est une ville de plus de 4 millions d'habitants. Les gens ne peuvent pas sortir. On a certes évacué la plupart des étrangers parce qu'ils pouvaient à travers. Khartoum, c'est une ville à l'intérieur. Il y a la sortie vers la mer, c'est Port-Soudan. Donc, on a pu évacuer un certain nombre d'étrangers, essentiellement des Européens ou encore des Turcs, des Saoudiens. Mais Franz, ce qui est difficile à concevoir dans cette guerre, c'est venu après les deux belligérants fait la paix entre eux, là. Ils avaient fait la paix entre eux parce qu'il y avait des manifestations de civils, il y avait une révolte populaire pour mettre fin à la dictature d'Omar el-Béchir. Ils ont littéralement fait un coup d'État ensemble et ils n'arrivent pas à se partager le gâteau de manière satisfaisante pour l'un que pour l'autre. L'intervention spéciale opère plutôt dans ce qu'on appelle le Darfour. Et là, le Darfour est un des premiers pays producteurs d'or. C'est là qu'ils font leur blé, comme on dit. Et l'autre partie, pour le Soudan, c'est l'exportation de pétrole. Donc, on se rend compte qu'effectivement, il s'agit de gros sous. Il s'agit aussi de partage, comme tu as parlé du gâteau, de partage de ressources entre les deux groupes pour se maintenir. Mais la population civile, cette fois-ci, est prise directement en otage. Et la communauté internationale semble être Caïn dans un premier temps. Elle n'a pas tellement de poids pour intervenir. Certes, il y a des médiateurs importants comme les États-Unis ou l'Arabie saoudite, mais on se rend compte qu'ils ont pu négocier un cessez-le-feu qui n'a jamais été respecté par l'armée. C'est-à-dire, il y a eu certes ici et là des incidents. L'armée a accusé, par exemple, que les forces d'intervention ont tiré sur un avion turc, mais en général, c'est la population soudanaise qui reste visée parce que, n'oublions pas, ils sont encore face à la dissidence de toute une population civile qui elle-même refuse ces solutions militaires qu'on leur a imposées. Donc la population civile paie encore un prix très énorme. Alors on le voit aussi avec les gens qui essaient de fuir vers le Tchad, parce que le Soudan, non seulement vers le nord, a des relations avec l'Égypte, mais elle a une frontière commune aussi avec le Tchad. Donc on essaie de partir le plus grand nombre de populations. Et le Soudan du Sud est victime aussi parce qu'elle exporte son pétrole à travers les pipelines qui vont jusqu'au port Soudan. Donc ce conflit crée des conditions de déstabilisation aussi pour toute la région. Et ça, c'est quand même, après avoir vu, moi j'ai dit que le continent commence à se réveiller, commence à vouloir se prendre en main, en parlant des citoyens de plus en plus responsables, avec cette force du continent, force de contrôle du continent, n'est-ce pas? On a de moins en moins de dictateurs qui peuvent se vanter et qui peuvent vouloir se perpétuer au pouvoir.
Et puis subitement, cette guerre arrive juste pour nous dire que les traditions de l'Afrique, c'est des traditions presque tribales, qu'on veuille se développer. Malheureusement, les tribus nous rattrapent assez rapidement, là, les principes de tribus. Au-delà de guerre tribale, il y a une guerre entre deux protagonistes, comme je l'ai dit, qui exploitent ou qui sont des prédateurs sur les richesses du pays. Donc, ce n'est pas simplement une opposition. D'ailleurs, ils sont tous arabes, dans le sens de culture, cette partie. Contrairement à ce qu'antérieurement, le Soudan du Sud faisait partie et qui était chrétien, où il y avait des formes de discrimination vis-à-vis du Soudan du Sud. Aujourd'hui, ce sont deux groupes armés qui font de la prédation sur le pays, et ce sont des ambitions personnelles et des ambitions de deux armées qui se font face. Deux armées dans la même armée, là. Elles sont organisées différemment. Ouais. Les FIS ont leur propre forme d'organisation. Je dirais, c'est une situation qui ressemble, c'est de très loin, à celle qui se passerait s'il y avait une dissension au sein de l'Iran, où il y a les gardiens de la révolution, les Pasdaran, et de notre côté, l'armée régulière iranienne. Et donc, France, pensez-y bien, on ne sait pas qui va vouloir céder, parce que c'est le rapport de force qui va décider. Oui, mais en général, il y a la communauté internationale qui arrive à jouer de pacificateur, n'est-ce pas? Et là, elle a très peu de moyens. En fait, celui qui pourrait pousser à un règlement serait l'Égypte d'Al-Sisi, qui pourrait appuyer et qui appuie l'armée régulière vis-à-vis des FIS. Mais il faut se rappeler ce qui est arrivé en Libye, où il y a une séparation de fait entre deux groupes armés et deux groupes politiques différents, et où la Libye, après le gouvernement de Kadhafi qui avait unifié la Libye s'est fracturée. Donc il y a des risques d'une guerre civile entre régions, entre le Darfour et le reste du Soudan, donc on risque de sombrer. Je dis c'est un risque, ce n'est pas ce qui va arriver nécessairement. Et ceux qui ont contribué à renverser le gouvernement de Kadhafi, qui l'ont tué littéralement, ont quelque chose à se reprocher, parce que Kadhafi voulait vraiment unifier l'Afrique et faire de l'Afrique vraiment là un continent prospère, pas vrai? Et il en avait les moyens. Et l'Afrique en a les moyens. Oui, mais là aussi, il faut compter avec des intérêts personnels, des intérêts de clans, des intérêts de groupes. Et là encore, comme je dis, c'est-à-dire vous avez des gens dont la vision, elle est très étroite. Il s'agit moins, parce que quand vous avez une guerre civile de ce genre, et c'est même pas une guerre civile, c'est une guerre entre deux factions armées qui prennent en otage la population civile. Comme je l'ai dit, imaginez, même pas Montréal, Khartoum, c'est une ville presque aussi grande que Toronto, donc c'est un problème où on commence à manquer de nourriture, les gens ne peuvent pas partir, les hôpitaux sont fermés. Écoutez, il y a des statistiques qui sont hallucinantes. On parle de milliers de gens qui pourraient mourir parce que comme les hôpitaux sont fermés presque aux trois quarts, tous ces gens qui souffrent d'insuffisance rénale, tous ces gens qui ont le cancer, tous les gens qui ont des pathologies qui ne sont pas liées à la guerre, des pathologies normales, risquent de ne pas trouver de soins. On n'a pas accès aux médicaments, donc on risque. Et tu vas voir, France, c'est un pays quand même. C'est un pays énorme. C'est le pays le plus grand de l'Afrique. Oui, mais fréquenté aussi par beaucoup d'étrangers, France. C'est la première chose qui a été faite. En fait, il n'y a pas beaucoup. C'est pas un pays touristique. Il faut comprendre que. Non, mais ils travaillent là-bas. Non. Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Il y a des missions archéologiques parce que je rappelle par exemple qu'à la frontière égyptienne, que ce qu'on a appelé des pharaons noirs ont régné sur l'Égypte ancienne. On parle de milliers d'années là. Le Soudan a
commençait à se normaliser et à ouvrir un type de tourisme parallèle à celui qui se passe en Égypte, tourisme culturel. Mais il n'y a pas vraiment une masse critique d'étrangers comme on peut l'avoir dans d'autres pays, parce que le Soudan était une zone d'instabilité, de dictature, de confrontation permanente. Mais le Soudan, c'est aussi un pays de 45 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas évident qu'on peut penser qu'il y a des forces d'intervention qui vont venir. D'ailleurs... Non, mais toi, tu parles de forces d'intervention. Moi, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est de voir la rapidité avec laquelle l'Occident a pu rapatrier tous ses ressortissants. Les Français, on parlait de 245 personnes. Ce n'est pas des milliers de gens. Et ils ont négocié certainement ce qu'on peut appeler un corridor, c'est-à-dire dans ce que j'ai lu et compris, il y avait des corridors pour sortir les étrangers, diplomates, les étrangers, les emmener à Port-Soudan, qui est resté une ville calme sous le contrôle de l'armée. La guerre n'était pas arrivée au Port-Soudan. Par exemple, les Séoudiens ont pu sortir les leurs, mais on parle de quelques centaines de personnes. C'est pas des milliers de gens qu'il fallait évacuer, parce que les Français, ce qu'ils ont fait pour les Européens, ils ont établi une base sur la mer Rouge, c'est-à-dire Djibouti, et donc là, les gens pouvaient sortir de Port-Soudan, soit sur des bateaux, soit sur des avions, et rentrer à Djibouti. Et France, pour une fois, il semble qu'à l'Arabie Saoudite aurait beaucoup plus une chance de jouer une bonne médiation. L'Arabie Saoudite peut parler de financement. Mais de financement, mais de religion également. Mais ils sont tous musulmans dans la partie du Soudan, puisque avec la séparation du Soudan du Sud et du Soudan, il y a certes quelques chrétiens minorités qui doivent vivre encore dans la République du Soudan, mais la grande majorité est musulmane. En fait, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis disposent comme on dit, de l'argent qu'ils pourraient aider l'un ou l'autre protagoniste. Mais on sait qu'il y a des rapports aussi très étroits entre le gouvernement militaire égyptien, d'Al-Sisi, et les militaires du Soudan. Parce qu'il faut comprendre que les enjeux, c'est essentiellement pour l'Égypte, parce que le Nil, qui est extrêmement important pour l'Égypte, si elle prend sa source en Éthiopie, le Nil passe par le Soudan pour arriver en Égypte. Donc, c'est fondamental pour l'Égypte d'avoir une sorte de zone sécurisée. Mais l'Égypte aussi dispose de la possibilité d'aider ses forces militaires. Donc, on va voir comment ça se joue ces prochains jours. Mais là encore, c'est la population civile qui va payer le prix fort. Ouais, et peut-être... Et là, quand on parle de 500 morts, en fait, on ne peut plus calculer le nombre de morts, puisqu'il n'y a aucun moyen d'aller. Les gens sont enfermés, quelques-uns essaient de s'échapper de la ville, mais et comme je dis, c'est une énorme ville, c'est pas évident que les gens n'ont pas où aller, puisque la guerre aussi est arrivée dans d'autres villes. Donc, on est loin de pouvoir gager avec certitude c'est quelqu'un qui va l'emporter. C'est une guerre probablement à finir, dans le sens que... dispose quand même des ressources, notamment en aviation, en hélicoptère. Mais les forces les FIS disposent aussi de batteries antiaériennes. Alors, c'est deux groupes armés. En zone urbaine, donc c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire, c'est une guerre, on ne s'attendait certes pas à cette guerre. On s'attendait peut-être à des réactions de la population qui avait commencé à se mobiliser, qui avait été réprimée, mais on ne s'attendait pas à une guerre ouverte entre les deux factions armées du pays. Et c'est ce qui surprend un peu tout le monde, parce que dans certains cas, la communauté internationale va intervenir tout de suite pour demander de mettre fin à... Mais là, vous avez des gens qui sont véritablement armés et chacun peut...
C'est-à-dire c'est pratiquement depuis son indépendance. Chacun peut prétendre effectivement à la légitimité face à l'autre. Tout à fait. Et puis, c'était en fait, et l'armée et le FIS ne disposent pas de légitimité. Parce que la population contestait ces gouvernants militaires autoritaires qui terrorisaient la population. Donc les deux se battent pour contrôler le pays dans un contexte où aucun ne dispose de l'appui de la population. Alors, pour tout de suite, on va faire la pause, Franz. Et au retour, on va parler d'un autre pays d'Afrique, c'est le Kenya, avec ce pasteur. Mais comment on peut arriver à ça? Un pasteur qui a forcé littéralement des gens à jeûner jusqu'à la mort. Je n'ai jamais entendu ça, Franz. Jamais entendu. On jeûne jusqu'à la mort. Est-ce que là, c'est la faute du pasteur ou est-ce que c'est la faute de celui qui a accepté de jeûner, là, Franz? Je ne sais pas si... C'est un problème. Vous vous rappelez ce massacre qui a eu lieu il y a plusieurs années en Guyana, en Guyane britannique, le fameux pasteur Jones. Et ça, on se pose la question des sectes et du rôle des sectes qui contrôlent pratiquement leurs fidèles. Donc, c'est des problèmes qui se posent. On a eu, certaines sont moins violentes que d'autres, mais on a eu ça aussi ici au Québec. Ouais, on va en parler après la pause, Franz. D'accord. À tout à l'heure. Bonjour, c'est Bito Vaoba sur cpamradiounion.com. Radiounion.com, c'est PAM. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end.
Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec Franz Voltaire et moi-même. On analyse la situation dans le monde. Nous sommes au Kenya. On parle d'un pasteur qui a été soupçonné et qui est lié d'une manière ou d'une autre au jeune mortel. Mais parlons de ce jeune mortel-là. Un jeune mortel, ça c'est... ce pasteur qui a conseillé à ses fidèles, littéralement les a forcés pour pouvoir rencontrer Dieu, de prôner un jeûne extrême pour pouvoir rencontrer Jésus-Christ. Et les fidèles l'ont fait, Franz. La première question à se poser, est-ce qu'il s'agit d'un crime de vouloir rencontrer Jésus-Christ? Quels que soient les moyens à prendre pour rencontrer Jésus-Christ, est-ce qu'il s'agit là d'un crime? Je ne sais pas pour le Kenya, mais par chez nous ici, il n'y a pas de crime de vouloir rencontrer Jésus-Christ. Non, mais attention, vous savez très bien que ce qui est défini comme crime est défini par la loi. Ouais. C'est-à-dire, comme on dit, pour les croyants, la justice est divine, mais la loi, elle est humaine. Et ce, pour les croyants. Donc, quelque part, il y a une multitude de sectes. Certaines poussent leurs membres à des extrêmes. On a eu le cas dans le passé de ce pasteur américain, Jones, qui avait conduit des gens à se donner la mort. On a des fois des sectes. Ici au Canada, c'est les temples solaires. Le temple solaire. On a un peu partout dans le monde. Il y avait même en Russie, au XIXe siècle, les vieux croyants, c'est-à-dire qui avaient des comportements qui pouvaient aller à l'encontre de la loi et qui se retiraient du monde. Donc on a toutes sortes de sectes. Certaines ont été plus joyeuses, d'autres extrêmes. Donc c'est ce à quoi peut conduire des fidèles qui sont endoctrinés et qui suivent aveuglement les dirigeants de la secte ou le dirigeant de la secte. Donc, moi, cela ne m'étonne pas. Mais disons, c'est un problème réel et on peut parler ici de pousser des gens à se tuer puisque ce n'est pas une décision individuelle. Vous savez, dans l'histoire du christianisme, comme dans d'autres fois, vous avez ce qu'on appelait des anachorètes, c'est-à-dire des gens qui décidaient d'aller vivre loin du monde, de jeûner pour rencontrer Dieu. Vous avez en Inde des sadhus, c'est-à-dire des sages, qui à un certain moment se retirent, essaient de se dépouiller de leur carcasse humaine pour se fondre dans l'univers. Mais ça, c'est autre chose. Là, on a des groupes... Mais tu vas comprendre qu'on va essayer d'accuser un pasteur. Bon, encore une fois, on ne connaît pas toutes les lois du monde, n'est-ce pas? Mais le pasteur lui-même n'est pas allé rejoindre son Dieu. Son Jésus-Christ. Non, mais l'histoire, Franz, c'est que pour qu'il y ait des accusations, il faut qu'on enfreigne des lois. On est quand même sur la terre, n'est-ce pas? Non, Franz. Ce serait très difficile de... Franz demandait à des gens de jeûner, c'est pas les pousser à se suicider. Non, mais bon. Jeûner à mort. Le problème du jeûne, le jeûne fait partie de toutes les traditions religieuses du monde. Mais voilà. Bon. Mais pousser des gens à jeûner, rappelez-vous, il y a eu des gens qui ont jeûné à mort pour des raisons politiques. C'était le cas dans les prisons britanniques, des Irlandais du Sud, donc les membres de l'IRA, c'est-à-dire le groupe politique des républicains irlandais qui luttaient contre les Britanniques dans le nord de l'Irlande, dans la région de Belfast, et donc dans ce qu'on appelait l'Irlande du Nord, qui existe encore. Donc, les prisonniers, pour protester, certains ont jeûné à mort. Ça, c'est autre chose. C'est une décision individuelle. Là, on est en face d'un phénomène de type religieux, certes, mais où l'on pousse un groupe de gens qui, certainement, ce sont des gens dont l'équilibre psychique
est fragile à se décider à jeûner jusqu'à la mort. Est-ce qu'il y a une intention qu'on peut donner au pasteur d'intenter de pousser les gens à mourir? Donc ce sera très difficile, mais ce sera... Pour nous, si on regarde le fonctionnement du système de justice, surtout la justice criminelle au Canada, seule façon de porter des accusations contre un tel pasteur, c'est lorsqu'il aurait contraint les gens physiquement à ne pas manger, mais que de vouloir prier jusqu'à rencontrer Dieu, que Dieu descende sur terre immédiatement. Tout le monde a le droit d'espérer, n'est-ce pas? Oui, mais on a pris quand même des sectes, on a pris des règlements. Ouais, mais il y a des sectes un peu plus joyeuses. Les Raéliens poussaient leurs membres à faire l'amour entre eux, à attendre l'arrivée des extraterrestres. Bon, ça... tu ne peux pas poursuivre des gens contre des folies d'eux-mêmes, là. Et c'est difficile. Parce que... je pense que dans la justice kenyenne, il y aura des poursuites. Est-ce que ça aboutira à des condamnations? Ça, je ne le sais pas. Moi, je laisserai la place au juge et je laisserai le temps aussi de voir comment va se dérouler un tel procès. Non, mais on n'a qu'à regarder parce que, bon, il y a un autre aspect et c'est sur cet aspect-là que je voudrais m'attarder un peu. Il y a des gens qui, au nom de Dieu, vont faire n'importe quoi pour rencontrer Dieu, vont accepter de se dépouiller de tous les biens qu'ils possèdent sur terre, etc. Et ça, si on va prendre par exemple l'Église catholique qui s'est enrichie avec des dons venus de la part de gens. Attendez, on est à une autre époque aussi. Il ne faut pas faire de l'anachronisme. Mais ça continue, hein, Franz? L'Église catholique continue à recevoir des dons. Eh bien oui, mais l'Église ne travaille pas, hein? Attendez, non, l'Église, comme aussi la Fondation, comme les églises protestantes, écoutez, il y a des types qui vont à la télévision, des pasteurs à la télévision qui reçoivent des millions de dollars, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Nigeria, où cela joue beaucoup. Par exemple, les églises protestantes sont très riches, mais aussi, on le trouve dans l'islam, où des gens très riches établissaient ce qu'on appelle des fondations, le WAF, c'est-à-dire une fondation pour gérer leurs biens, mais on le trouve aussi souvent ici avec les fondations privées, c'est-à-dire il y a eu même des cas, je pense, que des individus ont créé des fondations pour gérer leurs animaux, ou encore des dons qu'ils ont. Donc, on a toutes sortes d'affaires. Le problème, à mon avis, c'est que quand il y a des morts, parce que personne ne peut vous laisser, Maître Pierre, si vous avez une fortune, de dire je vais laisser la fortune pour mon chat, c'est-à-dire une fondation qui va prendre soin de mes chats. C'est farfelu, certes, face au problème, mais Bill Gates, tout le monde ils font des fondations pour toutes sortes de raisons fiscales, mais aussi pour des raisons personnelles. Ils créent des universités, ils créent des centres de recherche, donc il y a toutes sortes d'affaires dans ce bas monde. Mais je crois que dans ce cas, ça a été le même problème avec Jones. Il y a des gens qu'on pousse à mourir. Et donc, il y a des risques. Est-ce que je ne connais pas la loi kenyane, je ne connais pas les procédures de la justice au Kenya, mais je suppose qu'il va y avoir, dans ce que j'entends, qu'il va y avoir des poursuites. Mais nous regardons parce qu'il doit y avoir sûrement parmi nos auditeurs des gens de foi, n'est-ce pas, et qui peuvent être tentés à suivre le guide et dans certains cas on parle de gourou, ni plus ni moins. Oui, il y a partout, là, en Inde, il y a des gens qui sont allés fonder une ville et nous on a publié un livre au syndicat sur Olivorio. Olivorio, qu'on appelait en République dominicaine Papa Liborio. C'est un mélange de vaudou, de catholicisme. Papa Liborio se serait retiré du monde. Et je parle d'un événement qui a eu lieu dans les années 1915, c'est-à-dire à l'époque de l'occupation américaine. C'est dans la région frontalière
et lui-même, il serait dit après 40 jours qu'il serait revenu comme le Christ, après avoir jeûné dans le désert, est revenu dans le monde des vivants et a fondé un mouvement religieux qui est un mouvement millénariste. Et il a été tué par l'armée dominicaine et l'armée américaine durant l'occupation américaine de Santo Domingo. Mais ce mouvement est né de temps en temps. On voit l'émergence de mouvements millénaristes, c'est-à-dire qu'ils sont montés dans les montagnes, créer une sorte de ville imaginaire, d'égalité, où la population pouvait se sentir. On a vu l'émergence de ce qui n'a pas fonctionné comme une secte, mais d'une religion nouvelle, comme le rastafarianisme en Jamaïque. Et Rastafari, pourquoi? Parce que celui qui allait être l'empereur d'Éthiopie, on l'appelait le Rastafari, c'est-à-dire Haïlé Sélassié. Rastafari, c'est un titre comme un duc. Et comme l'Éthiopie n'avait pas été colonisée, ces populations de la Jamaïque exclues du système ont vu une figure divine dans le Rastafari. Donc on voit émerger de temps en temps des religions, même proches de nous. Alors, quand tu dis proche de nous, Franz, c'est... En termes de temps. Oui, mais regarde là, on parle d'une église qui existe ici au Canada. L'église au centre de ce problème, ça s'appelle l'église de la Nouvelle Vie. Il y en a. Mais c'est-à-dire que ces phénomènes-là, le temple solaire, le mouvement Raël, on voit, écoutez, le besoin de transcendance, le besoin de religion parmi les gens qui sont déçus des religions institutionnalisées, c'est-à-dire l'Église catholique, l'Église méthodiste, l'Église baptiste, et qui veulent vivre une expérience face à la divinité. On l'a vu dans le monde juif au XVIIIe siècle quand émergé, c'est-à-dire on les voit, certains groupes qui sont encore à Outremont, le mouvement hassidique, c'est-à-dire qu'ils ont rompu avec le système traditionnel, ont créé leur propre mouvement pour être plus près de la divinité. Bon, ça, on le voit dans toutes les religions. C'est-à-dire, elle arrive, certaines d'entre elles après, quand la secte devient une institution, donc elle passe. Mais là, on est en face d'un phénomène qu'il faut comprendre, mais qui a toujours existé. Il y a toujours existé. Il y a quelqu'un qui s'élève comme un messie, il porte une parole, et quand les gens arrivent à le suivre, il devient un nouveau messie. Là, on est en phénomène qu'on a eu, comme je l'ai dit, il y a eu le temple solaire, il y a eu le mouvement du pasteur Jones, qui était un Américain, qui a poussé les gens à aller s'installer en Guyane. Et ils ont tous fini morts, sauf peut-être quelques-uns la plupart sont morts, ils se sont empoisonnés. Donc on voit de temps en temps ces phénomènes. Il faut s'attendre à cela. Oui. Dans un monde en désarroi, dans un monde où les gens cherchent des explications à donner un sens à la vie, il y a toujours eu ça dans toute l'histoire. La seule leçon, et puis je pense que qu'on peut tirer de cette expérience, encore une fois, on a vécu suffisamment pour comprendre que les religions ont surtout un terrain beaucoup plus fertile dans les pays pauvres. Pas dans les pays pauvres, écoutez, c'est-à-dire que ces phénomènes ont opéré au Japon. Il y a eu des phénomènes au Japon. Non, mais il y a eu des phénomènes. Mais à partir du moment, Franz, où on a résolu certains besoins de base, on prie moins. On prie moins, Franz. Non, c'est pas le prier. Les gens cherchent d'autres formes de spiritualité. Les religions instituées, c'est-à-dire le catholicisme, les grands mouvements dans l'islam. Mais il y a des sectes dissidentes qui émergent. Écoutez, on va avoir une élection en Turquie. Il y a 15% de la population turque qui sont des alévis. C'est-à-dire, à l'intérieur de l'islam, c'est constitué depuis très tôt des formes où la religion passe par le rapport personnel à la divinité. Et donc, le candidat opposant à Erdogan lui-même, il s'est déclaré, parce que les alévis sont discriminés, il s'est déclaré alévi. On a eu en islam ce qu'on appelait le vieux de la montagne, c'est-à-dire Hassan al-Banna, quelqu'un qui a créé, vous savez, le mot qui s'appelle assassin. C'est un mot qui vient du persan, c'était des gens qui fumaient le hashish et allaient s'inspirant, entraient en transe
et arrivaient à les tuer leurs opposants. On a eu toutes sortes de sectes dans le christianisme, il y a eu des mouvements religieux, de fondamentaux, mais ça continue d'exister en Europe. Mais as-tu vu que de nos jours, France, après que le christianisme a été porté dans des pays comme Haïti, entre autres, aujourd'hui, c'est les Haïtiens qui viennent évangéliser les pays occidentaux. Parce que nous continuons à prier, énormément à prier, alors qu'on prie de moins en moins, on a de moins en moins des gens de foi ici, France. Ne sont pas des Européens. Il faut bien rappeler aux gens, le christianisme, comme l'islam, comme le judaïsme, vient du Moyen-Orient. Il ne vient pas. Le christianisme, au départ, c'est une secte juive. Elle s'installe avec Paul, que les chrétiens appellent Saint Paul, et plus tard, elle est institutionnalisée par Constantin, empereur romain, vers le IIIe siècle de notre ère commune. Il faut comprendre que les religions se transforment, s'adaptent, s'ajustent, et des fois, par exemple, l'islam et le christianisme sont arrivés. L'islam est arrivé d'abord après le christianisme en Afrique. Si vous allez en Éthiopie, l'Éthiopie est chrétienne 500 ans avant les Européens. Elle est installée très tôt et elle a sa propre écriture, elle a sa propre langue, le Gwez, sa langue littéraire et religieuse, elle a ses propres canons. Et elle pratique un christianisme qui est semblable à celui égyptien, c'est-à-dire qui est copte. C'est-à-dire, vous savez, les religions, dans ce monde, on n'a jamais vu, c'est-à-dire les religions, les croyances, c'est quelque chose qui se sont installées très tôt. Et aujourd'hui, par exemple en Haïti, vous avez plus de 17 mosquées. Vous n'avez jamais connu, vous, de mosquées en Haïti. Non. Eh bien, voilà, aujourd'hui, il y a 17 mosquées et vous avez des musulmans chiites qui sont en Haïti, comme des musulmans sunnites, et ça, ils arrivent et se développent de plus en plus. Parce qu'ils apportent, des fois... mais ils viennent régler un problème, France. Non, mais... Ils viennent apporter une solution, ils viennent pour les gens. Mais c'est ça, régler un problème, c'est apporter une solution, France. Ils viennent apporter une solution parce qu'on est dans un pays où on a beaucoup de problèmes et on a... Vous savez que l'islam se développe. Et vous allez à Caracas, et ça, bien avant Chavez, la mosquée de Caracas, elle est plus grande que la cathédrale à Montréal. C'est-à-dire que il y a l'immigration, il y a le déplacement de population. Aujourd'hui, l'islam fait partie du panorama culturel à Montréal. Moi, je viens ici depuis des années. Écoutez, ça fait 50 ans, et vous remarquez, d'ailleurs, en face de votre radio, vous avez une mosquée. Vous avez une mosquée en face de votre radio. Et c'est normal, puisque vous avez des populations qui non seulement qui sont venus avec leur religion, mais qui se convertissent aussi. Et puis vous avez les gens, et regardez, le rituel, les gens sont désabusés vis-à-vis du catholicisme ou vis-à-vis du protestantisme, développent d'autres formes religieuses. Le bouddhisme a été une mode pendant un temps, et vous avez même en Europe le fils d'un grand toutes les religions, surtout les religions monothéistes, se basent sur quasiment la même chose, France. Mais vous n'avez pas, par exemple, vous avez peu de conversions au judaïsme. Alors, le judaïsme ne pousse pas les gens à se convertir. Donc c'est très compliqué pour devenir juif, je parle du point de vue religieux. Mais l'islam et le christianisme sont des religions qui ont des exigences très... Je dirais, l'islam, c'est les 5 piliers de l'islam. Le jeûne, de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Mahomet, et qu'il n'y a que Mahomet est comme on dit, le sceau des prophètes. Mais vous avez eu une religion qui est apparue en Iran et dont le centre est à Haïfa, en Israël, qui est le Bahaï. Et qu'est-ce qu'a voulu faire le Bahaï au XIXe siècle, sinon réconcilier les 3 religions monothéistes. Mais vous avez toutes sortes d'affaires. Et dans un monde en désarroi, vous avez des populations qui ont besoin
besoin de transcendance parce qu'il faut... Mais c'est exactement ce que je te disais, Franz. Et moi, je constate qu'aujourd'hui, j'ai quitté Haïti en 1980, il y avait, oui, toutes sortes de religions, sauf les religions, les religions musulmanes, n'est-ce pas? Il y en avait toutes sortes, mais aujourd'hui, il y en a encore plus, parce qu'il y a beaucoup plus de besoins, beaucoup plus de désarroi, n'est-ce pas? Avec toi, quand une population... Et je constate... Mais en même temps, vous avez des besoins spirituels qui poussent les gens à des formes de spiritualité. Parce que c'est très peu de gens peuvent vivre simplement sur des croyances scientifiques. Il y a très peu de gens qui peuvent vivre que la vie, comme plusieurs peuvent l'affirmer, en fait, la vie est contingente, c'est un phénomène naturel, et donc on n'a pas besoin de croire en une vérité, en quelque chose d'extérieur. Mais comme disait... Franz, je suis en désaccord avec toi. Est-ce que tu sais, je ne dis pas qu'il n'y a pas de besoin de spiritualité, mais je te dis, surtout dans un pays pauvre, et je te donne juste un exemple, et tu vas certainement avoir entendu parler d'une situation comme ça. Quelqu'un qui rentre dans l'ordre, n'est-ce pas, pour devenir au petit séminaire, pour devenir prêtre, et qui n'a rien aucun intérêt, aucune recherche de spiritualité, sinon pour lui permettre de faire ses études. Aussi, des gens sont devenus pasteurs pour ça. Pour lui permettre de faire des études. Oui, mais des gens sont devenus pasteurs. Je peux te donner voilà. Des centaines de cas de pasteurs, de prêtres ou de gens qui étudiaient. C'est-à-dire que pour devenir prêtre, mais ça c'est un phénomène, mais je parle en termes d'un phénomène de transcendance. Face à des situations difficiles, il y a des gens qui ont besoin de croyances pour pouvoir avoir, je dirais, l'espérance nécessaire pour continuer. On a interrogé plein de gens. Et c'est tellement vrai ce que je dis, Franz, là, que lorsque ces religions-là, ces missions-là vont dans des pays pauvres, la première chose qu'ils font miroiter, c'est de l'aide, n'est-ce pas? Ah ben oui. Sous toutes les formes. Non, mais l'aide, c'est toujours très complexe. Par exemple, si vous êtes un pratiquant du vaudou, vous devez souscrire à certaines obligations. Certaines obligations qui, des fois, demandent un coût qui peut être plus ou moins élevé d'une cérémonie familiale, à moins d'avoir comme on dit, des esprits évités dans la famille. Bon, là, on va passer très vite. Mais l'arrivée, par exemple, des missionnaires protestants. Et aujourd'hui, le protestantisme couvre, dans toutes ses variantes, couvre entre 30 et 40% de la population haïtienne, sinon plus. De même à Montréal. Donc, vous avez des gens qui adhèrent à des religions par leurs besoins. Maintenant, c'est évident que vous trouvez une sécurité. Quand vous immigrez, par exemple, pour rester ici, les gens doivent refaire leurs relations familiales, leurs relations sociales. Et donc, ils trouvent dans les églises, peu importe la dénomination, une source de réconfort, mais ils trouvent aussi un lien qui leur permet de continuer et d'avoir et de donner du sens à leur vie. Bon, maintenant, ça, c'est indépendant. Peu de gens peuvent être laïcs, peu de gens peuvent être non-croyants. Alors, même parmi beaucoup de non-croyants, on l'a vu lors des rituels, que ce soit des rituels funéraires, que ce soit le rituel du mariage, les gens, même s'ils ne vont plus à l'église, ils continuent de le faire. Maintenant, des gens qui ont vécu dans des familles qui n'étaient pas religieuses ont peut-être un rapport plus, je dirais, plus libéral, plus facile avec les diverses religions. Même si vous n'êtes pas croyant, on peut aller partout dans les différentes religions. Mais il y a des gens qui continuent de pratiquer le vaudou. C'est une religion ancestrale et familiale. Il y a des gens qui sont protestants par héritage familial. Et puis il y a des gens qui ont changé de religion. Beaucoup de catholiques changent de religion, passent au protestantisme ou même passent à des formes évangéliques. Donc, qui sont des formes plus sectaires. Bon, mais bref, chacun a le choix quand il arrive ici. C'est un marché de religion. J'ai vu, écoutez, il y a des Haïtiens qui se sont convertis au judaïsme. Je pense à ceux d'écrivain Gérard Étienne. Des autres se sont convertis à l'islam. Il y avait un coiffeur haïtien à Saint-Michel, je pense qu'il est là encore, qui s'était converti à l'islam. Oui, ils ont même créé un mouvement pendant un moment. Vous avez toutes sortes de gens. Vous
avez des églises instituées, vous avez des petites sectes religieuses, vous avez des gens qui se sont convertis au bouddhisme. Moi, je connais des gens qui sont des Haïtiens qui sont devenus bouddhistes. Alors, bon, ce sont des religions qui s'ouvrent. Maintenant, vous avez des religions plus fermées, comme la religion sikh, ou encore, par exemple, les Parsis en Inde, que vous devriez être Parsi, on n'accepte pas les autres. Les gens ils ne font pas du prosélytisme. Les différentes religions. Dans le judaïsme, on ne fait pas vraiment de prosélytisme. Alors que, par exemple, l'islam, sous ses variantes différentes, le catholicisme ou le protestantisme sont des religions qui font du prosélytisme, qui recueillent partout. Les Mormons, voilà, les Mormons qui ont une mythologie qui est née au 19e siècle, vous savez, en disant qu'il y avait des livres de Mormons qui sont trouvés, blablabla, les Mormons qui étaient une secte très américaine, se sont transformés aussi. Vous avez des Amish qui sont venus de Hollande, qui parlent encore leur langue et qui fonctionnent, par exemple, ils n'utilisent pas les moyens technologiques modernes. Voilà, et les sectes, maintenant, vous avez les formes extrêmes parmi les sectes. C'est de prendre tout ça avec un grain de sel, France. Tout à fait, puis bon... la loi des fois en interdit certains. Vous avez des lois aux États-Unis, vous n'avez aucune interdiction parce que il faut comprendre comment les États-Unis sont nés. Ce sont des sectes religieuses différentes qui sont arrivées, qui ont immigré pour fuir des persécutions religieuses à l'époque. Mais par exemple, des pays comme la France ont des lois très strictes sur la notion de secte. Voilà, on va faire la pause commerciale de l'heure, mesdames, messieurs. Je rappelle que je suis Jean-Ernest avec Franz Voltaire. On analyse la situation de quelques points d'actualité. Il y en a tellement. On va regarder au retour la Colombie, France, la Colombie qui pense à pouvoir négocier avec les gangs. Et quand on dit ça, là, ça me fait penser tout de suite à Haïti. Pour moi, ce n'est pas négociable, hein. C'est peut-être mal dit là, mais on ne veut pas parler de négociation avec des membres de gangs. C'est incroyable, incroyable. Alors on fait la pause tout de suite, on revient pour la suite dans un instant. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Retour avec Franz Voltaire et moi-même, Jean-Ernest Pierre. Franz, parlons de l'Amérique latine. La Colombie, c'est le gouvernement qui veut négocier la paix avec les gangs. En fait, on ne peut pas parler simplement de gangs en Colombie. On parle des FARC, là? Global, on parle de trois types de mouvements armés. Certes, on parle, parce que les gangs ça continue d'opérer dans les villes, mais on parle du mouvement des paramilitaires. Les paramilitaires, ça a été des mouvements organisés par les grands propriétaires terriens pour expulser les petits paysans. On ne parle pas des FARC. Non, il y a les FARC avec
qui ont continue une faction dissidente des FARC. Le président de la République, Petro, lui-même fait partie des FARC. Il y a l'ELN, c'est-à-dire l'Ejército de Libération Nationale, l'Armée de Libération Nationale, qui opère aussi des fois sur les zones frontières avec le Venezuela, qui est un mouvement politico-militaire. Et il y a aussi les paramilitaires. Les paramilitaires ont été des groupes organisés, c'est eux qui sont responsables de la très grande partie de la violence dans le pays, qui sont des mouvements organisés par les grands propriétaires pour pouvoir asseoir leur contrôle sur les terres ou encore assurer l'expulsion des petits propriétaires dans des zones qu'ils occupaient. Donc, le problème, on parle de centaines de milliers d'hommes. On parle pas c'est pas un gang de 50, 200 personnes. Hein. C'est des mouvements politico-militaires. Dans le cas des paramilitaires, c'est un mouvement d'extrême droite que les propriétaires avaient financé pour lutter contre les guérillas de la FARC et de l'ELN. Donc, il s'agit d'un pays qui connaît la violence politique depuis ce qu'on appelle l'insurrection libérale avec Gaëtan. On parle des années, fin des années 40. C'est un pays qui a connu la guerre civile entre libéraux et conservateurs. C'est un énorme pays où l'État n'assure pas son contrôle sur l'ensemble du territoire national. On parle de millions de gens. Et on parle que Petro, qui avait lui-même participé dans les premières négociations, qui était sorti, qui a fait une carrière politique après, c'est un ancien guerriero, où il s'agit de pouvoir sortir, je dirais, de la culture d'un affrontement permanent et de créer les conditions d'une stabilité politique qui permet au pays de croître. Ce pays, il y a un autre dilemme en plus qu'il faut rappeler, c'est le pays où il y a le plus de bases militaires américaines en Amérique latine. Plus de 9 bases militaires américaines opèrent, parce que les Américains avaient pris une formule pour combattre à la fois la guérilla d'appui à l'armée colombienne, qui compose des milliers d'hommes aussi, des dizaines, c'est pas non plus une armée d'opérette, c'est une armée qui a une expérience de combat interne aussi, très important. C'est un pays où opère aussi, c'est le plus grand exportateur de cocaïne dans le monde, des cartels de cocaïne très puissants. On se rappelle, pour l'exemple, du cartel de Pablo Escobar. Donc, c'est une situation où il faut mettre fin à la fois à l'existence d'une multiplicité de groupes armés, et je ne parle pas de petites délinquances, de groupes armés qui opèrent dans des régions entières du pays. À un moment donné, le territoire que contrôlait la FARC comprenait Haïti et la République dominicaine. Donc on voit, on n'est pas à l'échelle où on opère. Hein. Mais Franz, ce qui surprend dans cette situation, c'est que il y a quelques années, on a signé une trêve avec la FARC et faisant certains accommodements avec la plupart des membres. Je ne m'attendais pas à retrouver cette instance-là dans l'arène publique comme une force dissidente du gouvernement. Non, mais attention, il y avait à l'intérieur de la FARC, il y a une faction dissidente qui n'avait pas accepté toutes les conditions de la paix à l'époque. Oui, mais ça reste un groupuscule aujourd'hui. De la FARC, aujourd'hui, il s'agit d'emmener ces factions, notamment l'ELN, notamment la FARC, mais aussi de résoudre le problème des paramilitaires. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème. On parle de centaines de milliers d'hommes, non pas avec des armements. C'est des forces armées qui, à la fois, sont liées aux cartels de drogue, à la fois sont liées aux grands propriétaires. Donc, c'est un énorme problème que confronte la Colombie et l'existence d'une culture de la violence qui date non seulement de la violence du 19e siècle, de post-indépendance, mais aussi des guerres civiles qui ont traversé toute la Colombie, des problèmes de régions entières qui ne sont pas interconnectées. Donc c'est un problème aujourd'hui qu'essaie de régler Petro. D'abord, il y a eu symboliquement sa vice-présidente qui est noire dans un pays où les Noirs avaient été exclus, mais qui vivent dans des régions séparées. Donc Santos
celui qui, non pas celui qui a précédé, mais celui qui était avant, celui qui a précédé Petro, Gustavo Petro, ben, il a tenté les premières négociations, mais ce sont des changements extrêmement profonds. Est-ce qu'il réussira, c'est autre chose. Mais c'est tous ceux qui pensent qu'il faut résoudre ces problèmes pour que la Colombie, qui est, je signale, c'est après le Brésil, le Mexique, l'Argentine et le Chili, c'est une économie en pleine croissance aussi. La Colombie a des ressources énormes en agriculture, mais il faut résoudre le problème de la violence. On sait que les Américains ont toujours influencé dans ce pays, France. Eh bien, les Américains ont appuyé des gouvernements de droite qui avaient mis en place ce qu'on appelle une solution militaro-sécuritaire. C'est-à-dire, on bombardait, par exemple, les zones plantées de coca par les paysans. On se rend compte de la catastrophe écologique parce qu'on a utilisé, il faut le rappeler, l'argent orange, qui était l'argent défoliant, qui était utilisé pendant la guerre du Vietnam. On a utilisé des moyens militaires énormes mis en place par les États-Unis. La Colombie, c'est le pays qui, avec, je retire le cas de l'Ukraine, aujourd'hui, avec Israël et l'Égypte, qui reçoivent le plus d'aide militaire américaine. Donc, et avec programme de formation, donc, ce sont des tentatives, toutes ces solutions ont échoué. Et donc, Petro, qui lui-même a cette expérience d'avoir été dans le passé dans la guérilla, mais d'avoir fait aussi une expérience politique comme sénateur, comme maire, donc veut amorcer des changements. Ce ne sera pas facile, mais qui veut amorcer des changements en essayant de créer une autre culture que cette culture de violence qui a traversé ce pays pendant tout ce temps. Violence des trafiquants de drogue, on se rappelle ces assassinats, les sicarios, et d'ailleurs on voit ceux qui sont arrivés en Haïti aussi, violence aussi en termes des guérillas, des paramilitaires. Donc, comment aboutir à cette transformation? Et je dis, ça va depuis... On ne parle pas d'une violence qui est née la veille, on parle une violence littéralement institutionnalisée, oui. Une centaine d'années. Et là, il faut croire que le gouvernement et puis la cohabitation avec ces bases militaires avec le gouvernement américain, un gouvernement de gauche, n'est-ce pas? C'est particulier quand même. Il y a des traités. C'est particulier. Il y a des traités d'extradition, il y a des traités pour les bases militaires, et puis il y a l'armée colombienne. Il y a l'armée colombienne qui est là, qui a été accusée de milliers de cas d'assassinat. Donc, c'est pas évident. Mais disons, je crois que depuis Santos, c'est important qu'il y ait ces négociations. C'est important qu'on arrive à des solutions, mais il faut comprendre aussi que la Colombie continue de fonctionner. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas Haïti. La Colombie, c'est pas Haïti non plus. Non, c'est vraiment autre chose. Franz, parlons de ce sujet extrêmement intéressant dans la vie d'un New-Yorkais qu'on appelle aujourd'hui le Mandela de Harlem. Harlem, donc, qui aurait produit... c'est une histoire qu'on a vécue. Ils étaient 5, ils étaient accusés d'avoir violé une joggeuse, n'est-ce pas? Pardon? Non, je me rappelle très bien de cette histoire, n'est-ce pas? Des gens qu'on avait accusés faussement. Et c'est Donald Trump qui, lui, pour en tout cas toutes sortes de raisons, peut-être par racisme aussi, a acheté au moins une page dans le New York Times pour parler de cette question-là et inciter et même demander qu'il y ait que la peine de mort revienne dans l'État de New York, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, que ces gens-là, ça fait plusieurs années qu'ils ont été libérés, on a reconnu qu'ils n'avaient vraiment rien fait. Eh ben, celui qui s'appelle, qu'on appelle, disons, le Mandela du Harlem, eh ben, se trouve être candidat pour occuper une poste à la mairie, n'est-ce pas?
Et c'est extrêmement intéressant la sortie que cet homme-là va faire, Pierre, en disant, eh ben, c'est le karma. C'est le karma qui revient pour Donald Trump qui aujourd'hui est accusé de viol, n'est-ce pas? Oui, oui. Et qui est accusé de viol en disant, moi, je vais vous souhaiter d'avoir celui qui avait été accusé libéré, là, de toute accusation et qui a été dédommagé également, là, le groupe de 5. Eh ben, je vous souhaite d'avoir de bons avocats, de présenter vos arguments, et je ne dirai jamais que vous êtes, que vous l'avez fait, comme vous l'avez dit pour moi. Mais c'est extraordinaire. Il y a de ces petits moments-là en politique, France. C'est un retournement Ouais. de notre foi dans l'humanité, Ouais. mais il faut tout en se rappelant que la justice n'est pas impartiale. Enfin, l'administration de la justice aux États-Unis, elle a toujours été classiste, elle a toujours été en grande partie raciste, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas fonctionné, mais pendant très longtemps aux États-Unis, et surtout dans les États du Sud, même si le racisme a fonctionné un peu partout, eh ben, ça a été une quête, je dirais, très longue pour obtenir justice de la part des Afro-Américains, des Mexicains, Américains et de tous ceux qui ont été racisés. Donc, et là encore, on le voit même dans notre système de justice, les peines qui touchent les communautés, qu'elles soient autochtones, afro-descendantes, sont plus lourdes que les peines qui touchent les groupes dominants. Donc, on sait que c'est un combat permanent. Et la question de la peine de mort est importante. Les États-Unis sont un des seuls pays occidentaux à maintenir la peine de mort. C'est important parce qu'effectivement, elle est irréversible. Ce que je veux dire, si des gens faussement accusés ou sont condamnés à la peine de mort, c'est qu'ils ne pourront plus, c'est-à-dire même si on les retrouve, c'est beaucoup de cas. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Donc, mais France, est-ce que c'est la diversité, c'est peut-être un mauvais mot, mais l'énormité de ce territoire des Américains qui va faire en sorte que un Donald Trump va pouvoir passer cette étape-là parce que c'est un événement, hein, dans New York, va passer cette étape-là, cette histoire-là ne roulera pas en boucle, n'est-ce pas, pour rappeler qui est Donald Trump. C'est un raciste, littéralement. Oui, mais il faut calculer comment sont nés les États-Unis. Et le nom est intéressant. Hein. Il n'y a pas de nom aux États-Unis. On parle des États-Unis. On ne parle pas d'un pays comme le Canada ou le Brésil, même aussi énorme que les États-Unis. Le Brésil, il y a une sorte d'unité. Les États-Unis se sont constitués comme un assemblage d'États. Il y a eu même une guerre civile qui a fait quand même près d'1 million de morts. Il y a eu l'esclavage, et après l'esclavage dans le Sud, quand pendant 5 ans, il y a eu une émancipation qui avait débuté, mais après on a rétabli cette alliance entre le blanc du Nord et blanc du Sud, qui a fait qu'aux États-Unis, des arrêts de la Cour suprême ont conduit à cette notion qui disait séparés mais égaux. Ce qui veut dire dans la réalité que le traitement des minorités relevait des États. Et on comprend aussi la logique du Parti républicain qui veulent redonner plus de pouvoir aux États parce que ça permet, dans des États où il y a des traditions d'exclusion, de discrimination, eh bien, les lois, c'était les États qui les appliquaient. Comme on ne pouvait pas l'appliquer comme au temps de l'esclavage, rappelons-nous que l'esclavage était légal, comme au temps de l'esclavage, on a utilisé des formes extra-légaux, comme le Ku Klux Klan, pour imposer l'ordre. Donc, on accusait faussement des gens d'avoir violé quelqu'un. Mais France, nous sommes en 2023 et on a des outils d'information qui sont très puissants, entre autres les médias sociaux et tout ça là. Tu ne me diras pas que ça ne fera pas au moins 10 fois le tour des États-Unis avant que Donald Trump brigue ce mandat, parce qu'il mène toujours dans les sondages chez les républicains. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de croyance, Pierre. Ben, ça relève de la croyance et non pas des faits. Si tout relevait des faits, c'est-à-dire des fois, on essaie d'amorcer une discussion en disant, bon, d'abord, quand vous êtes avocat, vous savez que pour emmener quelqu'un au tribunal, il faut avoir
la police doit avoir ce qu'on appelle, entre guillemets, des preuves hors de tout doute. Or, les gens, je me rappelle cette discussion des fois où les gens disent, mais enfin, comment se fait-il qu'au Canada ou aux États-Unis, on connaît tous les chefs de mafia et on ne les arrête pas tout de suite, et on ne les fusille pas. Donc, ça ne passe pas comme ça. Effectivement, il y a eu sous le gouvernement de Mussolini en Italie, il avait arrêté l'ensemble des dirigeants de la mafia et les avait tous mis dans une île, Lampedusa, si je ne me trompe, qui est l'île qui reçoit les immigrants aujourd'hui. Eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. L'état de droit fonctionne avec des règles de droit. Évidemment, tout le monde n'est pas égal parce que vous ne pouvez pas tous vous payer un avocat et des fois c'est un avocat commis d'office qui ne fait pas bien le travail et qui vous dit plaider coupable. Ça arrive souvent aux jeunes noirs ici, aux jeunes autochtones. Donc, il y a... Non, mais c'est... Mais les gens savent, mais les gens ne croient pas. C'est l'acte de Donald Trump. On peut faire revivre cet article-là du journal. Les gens disent c'est un complot, ils disent c'est un complot. Mais tout le monde dans un pays ne peut pas être imbécile, Franz. Non, mais c'est pas tout le monde. Il y a 50% de la population qui croit qu'il est coupable, mais il y a un autre 50%. Non, mais je parle de l'acte commis par Donald Trump au moment de ce procès-là. Toutes les actions faites par Donald Trump pour faire condamner des gens qui, depuis, ont été lavés de tout soupçon, n'est-ce pas, après avoir fait de la prison, naturellement. Écoutez, pour un athée, quelqu'un qui croit qu'un type est descendu sur Terre, est né il y a 2000 ans, ça n'a aucun sens. Pour un chrétien, ça a un autre sens. Donc, vous savez, les croyances, quand on analyse le phénomène Donald Trump, on est presque comme dans le phénomène sectaire. C'est-à-dire, les gens voient en Donald Trump ceux qui y croient. Évidemment, donc c'est quand même 40% de la population, une sorte d'émissaire, une sorte d'envoyé pour achever des transformations. Et puis, il y a ceux qui pensent pour des raisons terre à terre. C'est-à-dire, il va favoriser les intérêts de leur classe. Il va mettre en place, mais ceux qui, par exemple, la nomination de juges conservateurs est une grande victoire pour des croyants qui sont anti-avortement. Vous savez, c'est comme quand on fait le débat sur l'avortement. On pensait que c'était réglé, puis on voit que rien n'est jamais réglé. Il faut se battre tout le temps. Tout le temps. Le racisme, voilà. Et à moins qu'on me dise, exemple, des gens qui vont voter pour Donald Trump, c'est des racistes. C'est très probable, c'est-à-dire c'est toute la question de la... Parce qu'il faut comprendre que nous sommes à un moment où toutes les certitudes commencent à être ébranlées. On commence à avoir plus d'informations sur beaucoup de choses. C'est-à-dire des gens qui croyaient que c'était eux qui avaient fait l'Amérique, que l'Amérique c'était eux. Et ils disent maintenant, on voit arriver toutes sortes de gens, et c'est là leur débat sur l'immigration. Ces gens-là viennent nous remplacer. Notre Amérique. L'Amérique, c'est nous. Donc, et ils y croient. Et ça n'a rien à voir avec la réalité. On peut leur prouver que ça ne marche pas comme ça. Non, ils y croient fermement. Et surtout, dans certains États, vous savez, vous avez vu, par exemple, des gens qui avaient, au Tennessee, on avait expulsé 2 députés noirs pour avoir critiqué et demandé pour avoir critiqué la politique d'armement et pour avoir critiqué le fait qu'on continuait, après tous ces massacres, de défendre le droit de porter des armes. Bon, ça n'a aucun sens, mais vous voyez, les gens continuent. Une grande partie de l'Amérique profonde continue de dire qu'ils croient profondément dans le fait que pour régler le problème de la violence, qu'il faut armer tout le monde. On est en pleine aberration là. Absolument. Malgré les avis des chefs de police. Oui, et toutes les études, et puis on continue. Moi, je pensais effectivement qu'avec surtout ces règlements avec la chaîne de Donald Trump, n'est-ce pas? On va l'appeler comme ça.
qui admet. Fox News, vous regardez Fox News. Ben oui. Voilà. Fo- C'est-à-dire, on est en face. Ben oui, C'est Fox, le vieux mot de Goebbels, Ah. le nazi, qui disait mentez, mentez, mentez. il en restera toujours. Quelque chose. Et Ouais. plus le mensonge est gros, plus les gens disent, eh ben, on ne pourrait pas inventer ça, donc ça doit être quelque part vrai. Et avec tout ça, France, mais tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant que Donald Trump a inventé, et il continue à s'en servir encore, Oui, mais tout le qu'on monde m'a volé croit- mon élection en 2020. Mais ce sont des croyants. C'est comme dans les miracles. Hein. Il y a des gens qui croient au miracle, il y a des gens qui attendent un miracle, il y a des gens qui désespérés attendent. Vous savez, c'est-à-dire quand vous leur dites, écoutez, moi je lis, je regarde dans les médias sociaux, sur Haïti, où les gens disent, seul Jésus-Christ reviendra sur terre pour régler le problème en Haïti. Tu leur dis, non, 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 c'est à vous de régler le problème, mais non. Donc les gens, c'est des croyants. Oui, Ils croient à Donald Trump, un sauveur. alors c'est pour C'est dire, tragique, et c'est tragique. c'est pour dire que les religions font vraiment beaucoup de tort, n'est-ce pas, à cette humanité. Je veux pas dire qu'il n'y a pas un bon côté à la religion. Elle est traversée par la religion, mais pas seulement ça. Écoutez, Donald Trump, écoutez, on en a fait. Là, les gens voient en Donald Trump un phénomène, ceux qui l'appuient, je pense, le voient en lui un phénomène plus religieux. C'est comme l'adoration que les gens ont pour des leaders politiques. Après, ils disent, il nous a trahis, ou encore, on l'a empêché de fonctionner, même quand il n'a rien fait. Même quand il n'avait aucune intention de faire quoi que ce soit pour le pays. Alors, ici, mesdames, messieurs, on va observer la pause commerciale de la demi de l'heure et au retour, la dernière partie, France, sera réservée à Haïti. La chasse des bandits qui se poursuit dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et puis, le gang de Timaka qui est pratiquement démantelé, France. Maintenant, moi, ma grande question, c'est est-ce que nous pouvons assister à tout cela, nous, les Haïtiens de la diaspora, sans se donner, sans se permettre une intervention en Haïti, c'est-à-dire ne serait-ce que pour aider le travail qui se fait actuellement, ou si on veut la prise de conscience de cette population à l'effet qu'elle peut résoudre ces problèmes avec les moyens du bord. Comment on peut intervenir? Il faudra trouver la solution, mais il faut qu'on ait une intervention d'une manière ou d'une autre. On fait la pause, on revient pour la suite dans un instant. CPAM, radiounion.com, pour vivre son ethnicité en français au Québec. 1410 AM. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. De retour avec Franz Voltaire et moi-même Jean-Ernest Pierre. Avant tout, Franz, essayons de régler ce petit problème qui cause un malaise parmi ceux que je rencontre, ceux que je côtoie. Le petit problème, c'est de voir comment les gens qui sont aux prises avec ces atrocités de la part des bandits réagissent contre les bandits. Retournant la croix chez les bandits,
et pas de les arrêter, de les amener en prison, mais de les achever. Les gens utilisent toutes sortes de d'armes à leur portée. C'est des pierres, des roches, n'est-ce pas, n'importe quoi pour désarmer les bandits et des fois ça va jusqu'à l'extrême, on va les brûler. Dans les circonstances, Franz, moi, ça me dérange, oui, de voir que ça doive se passer de cette manière. Mais est-ce qu'il y a une autre alternative, Franz? Le problème pour les gens, et je dis les gens des quartiers, les brigades de vigilance qui exercent une forme de violence extrême contre les gangs, c'est qu'ils, victimes eux-mêmes de la violence extrême des gangs, ils réagissent par une violence extrême parce que, à la fois parce que la police se montre des fois incompétente, sinon la plupart des fois, parce que... Des fois complaisante. Et elle est complaisante. Et d'autre part, il y a un système de justice absolument corrompu. Et c'est pourquoi toute réforme en Haïti, à mon avis, passerait par une réforme aussi du système de justice. Parce que les gens ont peur que si on emmène les policiers, si les policiers emmènent des bandits au tribunal, ils seront, d'ailleurs la police l'avait, certaines fractions de la police l'avaient signalé, ils sont relaxés. Et donc, de nouveau, peuvent exercer leur violence contre la population. Il y a d'autre part une situation extrême. Et je crois que quelque part, les gens commencent à ne plus avoir peur et se rendent compte que la peur est ce qui a entraîné cette capacité des bandits à prendre le contrôle de leur territoire. Rappelons-nous, c'est un peu la même chose. Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais c'était à l'époque de François Duvalier, la chute de Duvalier. Ouais. C'est-à-dire quand les gens cessent d'avoir peur et se rendent compte qu'ils n'ont plus d'autre alternative, ils interviennent. Mais dites-moi, Franz, pourquoi, moi, dans mon environnement, c'est une gêne, je dirais pas généralisée, de la part de certaines personnes que je côtoie. Ça nous fait honte, c'est gênant, etc. Mais l'ensemble... C'est des situations extrêmes que normalement ne devraient pas arriver. C'est-à-dire, et c'est pourquoi je parle de l'absence d'un système de justice. Et ça, pour tous les efforts supposément faits, on se rend compte que l'extrême corruption de ce système de justice en Haïti pousse à des situations extrêmes. Normalement, les gens auraient dû être emmenés d'un commissariat vers un palais de justice, ces bandits capturés et mettre en jugement. Mais aujourd'hui, c'est comme si la population laissée à elle-même utilise tout ce qu'elle a pour se faire justice elle-même. Et ça, il faut comprendre que dans une situation où les gens maintenant sont désespérés, ils ne s'attendent plus à aucune forme d'intervention extérieure, ils ne s'attendent pas à des réformes intérieures, parce que, effectivement, si on voulait vraiment mettre un terme à cette violence, on aurait pu, non pas en disant une intervention extérieure, on aurait pu, par exemple, fournir des armes, des munitions, comme on l'a fait à une échelle extrêmement limitée, puisque Haïti, ce n'est pas l'Ukraine, il n'y a pas une guerre massive. Mais on aurait pu doter des unités de la police d'équipements, de moyens pour leur permettre de maintenir l'ordre. Ce n'est pas le cas. Donc la population, et vous voyez, quand vous voyez les images, ce sont beaucoup de jeunes aussi, qui désespérés, puisque tout le monde ne peut pas être bandit. Donc eux-mêmes se font justice. Et ça, ce sont, enfin, les voix dissidentes depuis très longtemps. On annonce que en Haïti, on risque d'avoir cette situation extrême, mais on risque d'avoir, c'est ce qu'on a dit, mais je ne vois pas comment on pourrait parler de guerre civile dans la mesure où c'est des bandits et le phénomène du banditisme fleurit partout, ou presque partout en Amérique latine, n'est-ce pas? On connaît ce principe-là, cette formule-là.
Sauf à la seule différence, France, dans la plupart de ces pays-là, il y a une force armée, il y a un appareil de justice qui permet, tant bien que mal, de repousser ces bandits-là. Mais en Haïti, on a entendu des dirigeants, supposément des dirigeants, inciter la population à se défendre, à pratiquer l'autodéfense. Voilà, là aussi, c'est comme si, je dis, on est dans une situation où il n'y a pas d'arbitrage, où il n'y a pas d'intermédiaire, où il n'y a aucune force intermédiaire qui peut s'interposer entre le banditisme et la population. Et donc, il faut bien comprendre, il n'y a pas de... Ces gangs armés ne sont pas des gangs qui viennent avec des projets de réforme de la société. Ils viennent taxer la population, faire violence sur la population. Et quelquefois une violence gratuite, Franz. Tuer, violer et... La violence, c'est comme un peu, c'est pour imposer leur ordre, faire peur. Mais le jour où les gens n'ont plus peur, c'est là que le rapport de force commence à changer. Et moi-même, plutôt que on ne peut pas se réjouir de la mort d'un homme, surtout une mort violente comme ça, là. C'est difficile à accepter, mais à un moment donné, il a fallu donner une leçon à ces macoutes, sauf... Non, et puis il y a un phénomène, c'est-à-dire, moi, j'analyse, je vois ça, j'analyse ce phénomène, je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur. Pas du tout. Je veux dire qu'il faut, et c'est pourquoi je parle, que les vrais changements, c'est pas simplement renforcer la police, c'est transformer le système de justice. Mais justement, Franz, parce que en 86, il y avait encore un embryon de justice, il y avait un embryon de police qui était sérieuse et tout ça, on savait que cette période de déchoucage était une période passagère, qu'on allait rétablir la situation. C'est ce qu'on a fait plus ou moins. Mais là, si ça continue à aller comme ça, et qu'il n'y a pas d'ordre qu'on peut rétablir, qu'il n'y a pas d'autorité, France, ça risque de se dégénérer. Ouais. Dans une situation chaotique totale et avec toutes sortes de dérapages, puisqu'il n'y a rien d'autre. Pendant ce temps, à France, le gang de Timacac a été désarticulé presque totalement. Et j'ai vu une autre dépêche où on a dit qu'à Carrefour-Feuille, les bandits ont frappé. Mais je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Comme quoi, on serait... sur le point, effectivement, de montrer à ces bandits-là que la peur a changé de camp. Et tout à fait. Mais bon, il est encore trop tôt pour généraliser. Mais effectivement, l'incident, c'est un incident. C'est-à-dire que Timacac s'est attaqué à une maison particulière. Et le fait qu'il soit présent lors de cet événement et que le propriétaire se soit défendu en abattant les gens qui essayaient de pénétrer chez lui, eh bien, ça a conduit à une recomposition possiblement du gang de Timacac, jusqu'à ce que peut-être, est-ce qu'un nouveau chef va émerger, ou est-ce que le gang s'est désarticulé complètement, est-ce que les gangs commencent à être à court de munitions, tout cela, ce sont des questions hypothétiques qu'on se pose. Mais on sait qu'il y a peut-être un changement qui est en train de s'opérer au sein de la population elle-même, qui commence à dire, bon, écoutez, t'as dit, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien, il va falloir faire de l'autodéfense. Et la belle question, Franz, quand la population, alors on s'est posé beaucoup de questions ici à ce micro. On a dit comment se fait-il que dans les années d'Aristide, au début, le premier gouvernement d'Aristide, il y a eu dans la population porto-princienne surtout ce qu'on a appelé les brigades de vigilance, et que aujourd'hui la population fuit
les gens fuient leur résidence, n'est-ce pas, et se font botter le derrière par les bandits, etc., et ne réagissent pas. Et là, on a commencé à voir une réaction de la part... Est-ce que la communauté de la diaspora peut rester silencieuse et ne pas avoir une intervention dans ce qui se passe là-bas? Parce que, Franz, si on se contente de faire un changement cosmétique, les bandits vont s'en aller surtout en dehors de Port-au-Prince et reprendre les forces, ils vont revenir? Oui, mais la question qui se pose, que peut faire la diaspora en termes, je dirais, pratiques? En termes pratiques, il faut nous mobiliser pour empêcher, par exemple, que dans le port de Miami sortent des munitions et des armes vers Haïti. Donc il faut faire pression à la fois sur l'État de la Floride, et ça, les Haïtiens qui vivent là sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont à Montréal. Ils sont plus d'1 million, c'est-à-dire plus de 10% de la population. Une grande partie de la population de la Floride, ils sont des élus. Il faut que on commence à se mobiliser pour que on puisse contrôler les sorties d'armes et de munitions, puisqu'elles proviennent essentiellement de la Floride. Il faut empêcher qu'elles proviennent aussi de la République voisine. Et là, il faut réduire la capacité des gangs de continuer à opérer impunément parce qu'ils disposent d'accès à des armements et à des munitions. Et si vous arrivez à contrôler cela, et ça, c'est des pressions sur les gouvernements, que ce soit canadiens, au lieu que les bateaux commencent que ces bateaux se promènent, elles auraient pu servir de garde-côte, intercepter, fouiller les bateaux qui sont en Haïti pour essayer de limiter cela. 2, il faut une aide importante au renforcement des unités de police capables d'affronter les gangs, c'est-à-dire d'avoir des gilets pare-balles, d'avoir des véhicules blindés. Et ça, on ne parle pas, c'est une aide qui n'est pas substantielle. C'est-à-dire pour essayer de contrôler certaines zones, pour essayer de réduire de façon importante la criminalité, et doit effectivement assurer dans les grandes villes ce qu'on peut appeler à court terme un périmètre utile, et en s'appuyant sur les populations et sur ces brigades de vigilance qui sont des brigades de citoyens, qui permettraient de contrôler les quartiers. Mais absolument. Tu vois, j'ai visité la Jamaïque, France, une fois, et puis il y a ce qu'on appelle un quartier vert, une zone verte. Et là, c'est des policiers qui patrouillent, surtout on a l'insigne de touristes et qui nous protège les touristes d'une certaine manière. Mais une chose intéressante, France, entre le Canada et les États-Unis, par rapport à la circulation d'armes à feu illégales, les États-Unis et le Canada viennent de signer 4 ententes, viennent de conclure 4 ententes parce que des armes illégales partent des États-Unis pour rentrer au Canada et ils ont pu signer 4 ententes. Le problème, encore une fois, avec le pays d'Haïti qui regorge d'armes américaines et de munitions fabriquées aux États-Unis, tu n'as littéralement pas un gouvernement sérieux capable de demander la signature d'une telle entente, d'une entente en tout cas sur le contrôle des armes. Moi, je dis, la question est mal posée. C'est pas simplement de dire qu'il faut au Conseil de sécurité une intervention militaire qui ne va pas résoudre le problème, à mon avis. Je pense beaucoup plutôt au renforcement des unités de policières haïtiennes dans le très court terme, qui permettrait d'enclencher un processus, je dirais, pour assurer la sécurité publique. Et donc, parce qu'il faut assécher les armes, les munitions qui arrivent pour les groupes armés en Haïti. Et ça, c'est peut-être la première tâche qui peut être faite. Et le Canada aurait pu se jouer ce rôle au lieu, si tu veux, d'un faux avion, de bateaux qui sont envoyés, on ne sait pas pourquoi, on n'a jamais su pourquoi d'ailleurs, ni le rôle de l'avion. Certainement, c'était du renseignement, mais ça débouche sur quoi? Le renseignement
renseignement, c'est jamais pour le renseignement, puisque ça change tout le temps. Ouais. Et maintenant, quant à l'avenir, il faut pas vendre la peau des bandits avant de les avoir tous Mais je ne mis. pense pas qu'on va résoudre le problème à court terme. Mais Non. disons, on peut limiter ce Non. qu'on appelle la criminalité. Mais on peut avoir un programme aussi, Franz. On peut avoir un programme parce que tout ça a commencé et quand on a vu, je ne sais pas si toi tu as eu l'occasion de voir les premiers bandits armés et de préférence encagoulés qui s'exprimaient librement en disant qu'ils n'ont pas de travail et que l'arme c'était leur outil de travail là. C'était l'économie de l'enlèvement, du kidnapping, de la drogue. Et ils ont des enfants. Ils ont des enfants à élever, ils ont des hypothèques, bon, en tout cas un loyer à payer, etc. Donc, il fallait qu'ils travaillent. Même si on n'était pas d'accord avec eux, bon, on pouvait comprendre. Mais au fur et à mesure, ils se sont enhardis, n'est-ce pas? Et là, ils sont devenus vraiment incontrôlables et ça ne rit plus. Donc, pour l'avenir, France, à supposer qu'on obtienne un répit, va falloir les terroriser à leur tour. Terroriser dans le sens de les amener devant un système de justice. Comme on l'a fait au Rwanda, comme on l'a fait ailleurs, après les guerres civiles, c'est-à-dire qu'il va falloir récupérer les enfants mobilisés par les bandits, il va falloir mettre en place. Mais pour cela, il faut d'abord avoir des étapes. Première étape, c'est d'assurer la sécurité publique. Et après, il faut une transition pour mettre en place certaines institutions, commencer certaines réformes et avoir un gouvernement élu, puisqu'il va bien falloir des gens pour gérer le pays. Et ça, si on ne veut pas que c'est l'étranger qui désigne les gens, il va falloir assurer une sécurité, mettre les conditions en place pour avoir des élections transparentes et certainement changer les modes de désignation de ce conseil électoral. Avoir un véritable conseil électoral qui assure la transparence et la légitimité de ceux qui vont gagner ou perdre durant les élections. Parce que sans cela, vous aurez toujours cette instabilité permanente. Et compte tenu qu'Ariel Henry a des intérêts, compte tenu qu'Ariel Henry a même maille à partir avec la justice haïtienne, France, est-ce que c'est l'homme de la situation pour réaliser ces élections-là? Absolument pas, à mon avis, parce qu'il faut, puisque les élections, c'est quoi? Vous devez assurer que l'arbitre, vous savez, si j'ai un conflit avec vous, on pourrait les deux dire, bon, écoutez, on a des rapports, je ne sais pas, avec Gisler, il va arbitrer le conflit. Mais si vous me dites, c'est votre femme qui va arbitrer le conflit, je dis, il y a un problème là. Il y a un problème. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est pas ma fille qui peut arbitrer le conflit entre moi et toi. Donc, quelque part, il y a la question de l'arbitrage. Et ça, c'est le conseil électoral, c'est un conseil constitutionnel, c'est la réforme de la justice, parce que tant que l'on sait qu'il y a de la partialité, que les gens vont essayer de maintenir le même système, on est mal barré. Et naturellement, là où Ariel Henry aurait pu se démarquer, c'est justement par la proposition d'un vrai conseil électoral, comme tu l'as dit, Franz, un vrai conseil électoral, mais permanent, un vrai conseil électoral qui serait un conseil vraiment indépendant, parce que on entend déjà des récriminations, on voit déjà la bataille pour les postes. La presse ont refusé de participer, mais la bataille pour les postes aussi, Franz, au sein même d'une même organisation, par exemple de Zentrailles, il y a plusieurs propositions et des gens qui décident à se présenter en signant n'importe quel document, etc. Ça commence à laisser des doutes déjà sur l'impartialité d'un tel conseil. Oui, alors, mais c'est les mêmes magouilles. Donc, il faut vraiment que ça soit transparent, qu'il y ait des débats qui se font pour qu'il y ait un arbitrage. Et d'ailleurs, on sait très bien que, par exemple, l'usage du vote électronique pourrait aussi éventuellement limiter, mais vraiment à l'extrême, la fraude. Donc il faut des mécanismes, il faut une réflexion, il faut une transition. Et
ça ne se fera pas en un jour. Et Ariel Henry essaie de gagner du temps. Et dans ce sens, s'il arrive à imposer avec l'appui international son objectif, eh bien, on est barré pour une crise pour plusieurs années encore, dans une situation de plus en plus difficile économiquement, socialement. Parce que Ariel Henry ne voudra jamais répondre des accusations, en tout cas à accusations qui risquent d'être portées contre lui, parce qu'il a déjà viré un juge qui voulait l'interroger sur ce qu'il où il aurait su, où il saurait dans la mort de Jovenel Moïse, n'est-ce pas? Alors, il va vouloir tout faire pour éviter qu'on l'interpelle et qu'il soit obligé de rendre des comptes par rapport à ce qu'il sait sur la mort de Jovenel Moïse. Donc, il a déjà des intérêts. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Or, on semble s'acheminer vers ça. Il y a, paraît-il, un consensus. Quand on entend des gens se chamailler pour des postes au sein de son conseil électoral, Franz, c'est mauvais signe. Et tout à fait, parce que en fait, ça veut dire qu'on va essayer de contrôler le conseil électoral et que tout cela encore donnera lieu aux mêmes magouilles et aux mêmes actes de corruption au sein du conseil électoral. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut quand même des étapes pour arriver jusque-là. Et Ariel Henry est ce qu'on appelle en anglais a liability. Il n'est plus un asset, c'est-à-dire il est lui-même. Il ne fait pas partie de la solution. Il est le problème. Il est partie du problème. Et effectivement, de temps en temps, il vous donne quelques concepts et qu'il va laisser tomber tout de suite. Ce Haut Conseil de la transition semble ne pas fonctionner, mais pas du tout. C'est un Conseil de la transition qui n'a aucun moyen, donc qui a été mis en place pour légitimer et donner plus de temps à Ariel Henry. C'est normal que les gens ont accepté de jouer ce rôle. Bon, parce qu'eux deviennent aussi partie du problème. Et la volonté de réhabiliter l'armée haïtienne pour venir en aide à la population et l'aider à débusquer les bandits. On ne construit pas une armée en très peu de temps. Écoutez, il a fallu, même pendant l'occupation militaire américaine, il a fallu 19 ans pour construire une gendarmerie. Même pas une armée dans la réalité, c'était une gendarmerie. Ça a pris 19 ans pour construire, former des officiers. Donc, écoutez, on ne construit pas une armée dans 6 mois ni dans 4 mois. Hein. On le voit déjà même avec une armée aguerrie comme l'armée ukrainienne, le temps que ça prend pour former les gens. Alors donc, définitivement, Franz, il y a du pain sur la planche. Tout à fait. Et en résumé, Franz, moi, par rapport à la situation d'Haïti, je ne désespère pas du tout. Cependant, il faut que nous trouvions la possibilité de venir. Quand on parle de groupes de vigilance de quartier, je ne parle pas d'organisation à l'échelle nationale. Oui, parce qu'on voit le travail de ces gens-là qui vont en aide à la population cloîtrée dans les maisons, ces gens-là qui ne peuvent pas sortir, de vieilles personnes qu'on va héberger dans des centres. C'est de l'action civique, n'est-ce pas? Qu'on devrait encourager, on devrait trouver le moyen d'encourager. Et tout à fait, tout à fait. En fait, ça peut être la base aussi d'organisation de reprise en contrôle de zones qui ont été complètement abandonnées par l'État et que les gens se prennent en charge et l'appui de l'État au renforcement de ses activités de protection de ses propres citoyens. Parce que nous avons un État qui ne protège pas ses citoyens. Alors donc, on va réfléchir et on reviendra naturellement sur cette question parce que c'est pas fini tant que c'est pas fini, Franz. Tout à fait. Ça fait des années que, comme on dit, on poursuit le combat parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et le peuple haïtien a encore moins de choix que nous qui sommes déjà à l'extérieur, qu'on ne peut faire que supporter et appuyer ce qui est fait positivement en Haïti. Voilà. Merci beaucoup, Franz Voltaire. On a réussi à faire du millage. Mais si je n'avais pas Franz, mesdames, messieurs, vous savez qu'il y en a dedans, là. Et là, j'espère que vous allez manger comme un bœuf, Franz, parce que vous devez avoir faim. Eh ben non. Non. Vous savez, à mon âge, on n'a plus très faim. Ouais, c'est parce que, oui, c'est ce qu'ils disent, Franz. Quand ils ont beaucoup d'argent, on n'a pas faim, hein?
Hein, Non, c'est qu'on n'a pas d'argent. Moi, il y a ceux comme moi qui se sont dédiés au but communautaire. Donc, c'est un choix de vie. Et je suis de ceux qui ont suivi ce que m'a appris le docteur Mongeau, c'est-à-dire la simplicité volontaire. La simplicité Voltaire. Volontaire. Ah, moi, je pensais que c'était Voltaire. Non, volontaire dans le sens qu'on fait... Mais je le sais, Franz. Dans ce monde en transformation, il faut faire un choix de vie raisonnable parce que nous allons tous, de toute façon, on va devoir changer nos façons de vivre avec ces changements climatiques, avec tous les problèmes. Ah, moi, ma façon de vivre, la première que je voudrais changer, c'est ce rapport avec l'argent, Franz. J'en ai marre. Tu es obligé d'avoir un certain rapport parce que tu es chef d'équipe, là, tu dois payer. L'argent, c'est un mauvais maître. Ben oui, mais tu dois avoir l'argent pour ne serait-ce... L'argent, c'est un mauvais maître et peut-être un bon serviteur. Ouais. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, Franz. Le monde a changé jusqu'à ce que l'argent soit devenu ce qu'il est. Est-ce qu'on ne peut pas... Ça crée des problèmes, ça crée aussi à nos sociétés des problèmes majeurs. Mais rappelons-nous, pour ceux qui sont chrétiens ou ceux qui sont juifs, c'est-à-dire l'adoration du veau d'or dans le désert, c'est-à-dire, ça veut dire qu'effectivement, il y a ceux qui abandonnent leurs valeurs, abandonnent tout, pour essayer de privilégier cette adoration pour l'argent. Ouais. C'est dommage. Mais c'est dommage. On fera une réflexion plus profonde là-dessus. Merci. Merci, Franz. Au revoir. Et merci à vous tous, mesdames, messieurs, d'avoir été là jusqu'à cette présente minute. Merci à Corny Mézier. Merci à Jess Pierre. Merci à Franz Walter. Merci. Au revoir et à la prochaine. Bye.